Merci beaucoup, Monsieur le Doyen, Monsieur le Président. Je retiendrai dans cette présentation Oultar, ça me touche beaucoup, et donc merci beaucoup pour cette présentation. C'est avec grand plaisir que je présenterai ce topo sur la néphroprotection chez le diabétique vers un consensus multidisciplinaire en 2023, c'est comme ça qu'il a été intitulé, et donc dans le cadre de ce symposium à Atlasfa. Et je commencerai par cette photo prise il y a 1 heure. Elle a été prise il y a 1 heure entre les présidents des 3 fédérations nationales chargées de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Qu'est-ce que ça fait ici? Aujourd'hui, le football est à l'honneur. Vous êtes nombreux ici, il y a le Classico, Real Madrid, Barça à côté, je vous remercie d'être là, mais il y a aussi ça. C'est symbolique. Ce sont 3 fédérations qui ont chacune leur légitimité. Elles étaient prêtes à organiser toutes seules la Coupe du Monde. Elles se sont mises à 3 pour aboutir à un dossier unique signé aujourd'hui avec ce mémorandum. Les 3 sociétés d'endocrinologie, de cardiologie et de néphrologie avaient leur propre entité, sortaient des recommandations régulièrement. Elles étaient reconnues par leur communauté et elles ont fait l'effort d'harmoniser leur production scientifique pour prendre en charge ensemble, de la même manière, de façon harmonisée, le diabète. Et c'est pour cela que je mets cette photo. Parce qu'on a à prendre en charge des diabétiques de type 2 qui ont une maladie cardiovasculaire ou une maladie rénale chronique. Et vous voyez sur cette figure que l'association d'un diabète de type 2 avec une maladie rénale chronique, par exemple, réduit la survie à partir de l'âge de 60 ans de 9,1 ans. C'est très important et il faut qu'on agisse ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a ces recommandations-là. Il y a les recommandations KDIGO 2022, celle de la maladie rénale chronique dans le cadre de la maladie rénale diabétique, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Il y a celle d'endocrinologie, donc publiée ici en 2023, et il y a celle de cardiologie auquel je reviendrai par la suite. Sur celle d'endocrinologie, il y a un chapitre dédié à la maladie rénale chronique et à sa gestion dans le cadre de la maladie rénale diabétique. C'est le chapitre 11 et dans lequel on retrouve beaucoup de notions similaires aux recommandations des sociétés que je vais qualifier de sœurs. Les cardiologues se sont réunis en août 2023 et ils ont donc produit leurs recommandations qu'ils ont publiées et il y a un chapitre 9 que vous voyez encadré ici, un chapitre qui est dédié à la maladie rénale chronique et au diabète. Vous pouvez faire l'économie de la lecture des 3 concernant ce qui concerne la maladie rénale chronique diabétique puisqu'ils sont concordants dans presque 100% des cas. Et parmi les avancées notables qui viennent de la cardiologie, il y a l'évaluation des scores de pronostic. Ici, le score 2, score existait depuis 2001 comme Systematic Coronary Evaluation. Et donc, ça existait depuis 2001, ça concernait la population européenne à partir de 200 000 personnes. Des scores ont été mis en place et on a constaté leurs limites au fil des années. Parmi ces limites, c'est qu'ils ne tenaient pas compte de l'atteinte rénale et qu'ils ne tenaient pas compte suffisamment du diabète et de ses spécificités. En 2021, une réévaluation a été faite à partir d'une étude sur 13 pays européens, sur 13 millions de personnes, en 3 étapes, et ça a permis d'avoir score 2 diabète, score 2 personnes âgées quand les personnes sont âgées entre 70 et 89 ans, et tout cela pour nous donner un risque coronarien à 10 ans. Pourquoi ce score est plus consensuel? Parce qu'il a introduit l'ancienneté du diabète, il a introduit l'hémoglobine glyquée et non pas seulement le statut diabétique ou pas. Il a aussi introduit le débit de filtration glomérulaire comme première étape. J'espère qu'elle sera complétée dans l'avenir par l'inclusion de l'excrétion urinaire d'albumine pour donner
une idée plus globale sur le risque de nos patients communs entre les trois sociétés savantes et entre les trois catégories de médecins. Et voici donc ce score 2 avec des logiciels et des plateformes qui permettent de le calculer très facilement. Donc il est téléchargeable sur les smartphones. Et vous voyez d'emblée que le Maroc est dans la zone rouge du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire que le fait d'appartenir à notre pays fait que c'est un sur-risque cardiovasculaire par rapport au reste de l'Europe et particulièrement de l'Europe occidentale. Il est similaire au risque observé en Russie, par exemple. Il y a d'autres paramètres classiques et d'autres moins classiques que vous voyez devant vous, et tout cela aboutira à un score sur le risque cardiovasculaire à 10 ans. Et ici, vous voyez, j'ai testé et j'ai obtenu pour ce patient-là un risque de 25% de risque de survenue d'un événement cardiovasculaire majeur dans les 10 ans qui suivent, sachant que ce patient-là est âgé de 67 ans, qu'il est diabétique depuis 14 ans, qu'il a une hypertension artérielle à 160 mm de mercure de systolique, qu'il a une dyslipidémie modérée, une hémoglobine glyquée à 6,8 et une excrétion un débit de filtration glomérulaire à 60 ml par minute. Pris isolément, ces différents caractères ne nous montrent pas la gravité des choses, mais ensemble, dans ce score, nous voyons qu'il a une chance sur 4 de faire un événement majeur dans les 10 prochaines années. Et cela est à prendre en considération. Donc nous sommes ici, les 4 catégories que nous voyons sont très haut risque, supérieur à 20%, risque élevé entre 10 et 20%, risque modéré entre 5 et 10% et faible risque inférieur à 5%. Et vous voyez que pour pratiquer ou utiliser ce score, il faut avoir une raison de le faire. Il faut être diabétique, mais aussi avoir une atteinte d'organes cibles. Et vous voyez en bas la définition d'atteinte d'organes cibles du point de vue néphrologique que je vais traduire sous forme d'un tableau pour utiliser le tableau des CADIGO repris par les recommandations d'endocrinologie et de cardiologie. Ce tableau est important parce que maintenant, quand on parle en milieu néphrologique d'une personne qui a une maladie rénale chronique, il faut toujours qu'on la présente de la même manière. On la présente en fonction de son débit de filtration glomérulaire, et c'est ce que vous voyez dans la colonne. Pardon. Je ne devais pas toucher, excusez-moi. Et donc, vous voyez ici, en fonction du débit de filtration glomérulaire, et donc en 5 stades, et on la classe aussi en fonction de l'excrétion urinaire d'albumine en 3 stades, A1, A2 et A3, en fonction du statut normo-albuminurique, micro-albuminurique ou macro-albuminurique, ou comme disait avant, protéinurique. Et en plus de tout cela, on doit préciser l'étiologie. Donc on peut avoir un patient donné, celui qui appartient à cette catégorie, et on va le présenter comme un patient G3A, A2 et maladie rénale diabétique. Et c'est comme ça qu'on parle le même langage, et c'est comme ça qu'on va retrouver nos patients dans les études et dans la vraie vie. Ce que j'ai encadré ici, ce sont les catégories couvertes par ce qu'on appelle l'atteinte des organes cibles, et vous voyez que c'est tout ce qui est en rouge, en orange et une partie du jaune ici. Cela va être utilisé par la suite dans la décision de référer ou pas, dans la décision du rythme de suivre ou pas, dans les décisions de proposer des examens complémentaires, leur nature et leur rythme. Et donc, cette classification va être très importante et il faut qu'on parle le même langage. L'excrétion urinaire d'albumine dans cette classification est très importante puisque c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et de mortalité cardiovasculaire. Vous voyez les 3 catégories, mais choisissant celle-là, la normo-albuminurie, celle qui paraît la plus favorable, qui est la plus favorable et qu'on va voir avec plus de détails. Quand on la voit avec plus de détails, ici on est dans la normalité mais avec 3 terciles. Et on voit que même dans la normalité, l'excrétion urinaire d'albumine reste
un facteur relatif de survie cardiovasculaire et il vaut mieux être dans le tertile le plus bas, c'est-à-dire 0 à 10 mg par 24 heures par rapport aux autres. Donc les catégories 0 à 30, 30 à 300 et supérieures à 300 sont importantes, mais n'oublions pas qu'il y a un continuum et que les limites sont des limites choisies de façon arbitraire. Appliquons maintenant un score en néphrologie. Et le plus simple, c'est le débit de filtration glomérulaire avec les formules MDRD ou CKD-EPI qui sont actuellement les deux méthodes d'estimation les plus utilisées. Elles nous renseignent sur l'état actuel et contrairement au score 2 que j'ai présenté initialement, elles ne nous donnent aucune idée précise sur l'évolution à 10 ans de la fonction rénale de notre patient. En néphrologie, on doit absolument raisonner à l'échelle du temps et avoir plusieurs points et une courbe de progression pour pouvoir avoir un avis à donner ou une idée précise sur le pronostic. Donc notre patient que j'ai présenté tout à l'heure ici pourra évoluer sous différentes manières, de façon linéaire comme en haut, c'est la façon la plus fréquente, ou de façon d'abord linéaire puis avec une aggravation ou une amélioration ultérieure. Et donc finalement, un seul chiffre ne nous permet pas de prédire l'évolution sur le plan rénal, d'autant plus que ceux qui ont la fonction rénale la meilleure fonction rénale initialement, c'est-à-dire ici dans cette étude supérieure à 105 ml par minute de débit de filtration glomérulaire estimé à la première consultation, sont paradoxalement ceux qui évoluent le plus vite vers le stade terminal. L'explication est simple, c'est qu'ils sont ici en hyperdébit, en hyperfiltration glomérulaire, et ceux qui passent par une étape d'hyperfiltration glomérulaire sont ceux qui finissent par la suite par altérer rapidement leur fonction rénale. Maintenant, les KDIGO sont des références, des guidelines de 200 pages. Si nous ne voulons pas les lire en entier, les KDIGO ont produit ce Quick Reference Guide rapidement en quelques plaques pour présenter la maladie rénale diabétique et tout ce que nous devons savoir. Il suffit de le taper sur Google pour obtenir le document. Et comme ça, on va parcourir rapidement quelques recommandations. Et vous voyez que les objectifs sont au centre. Elles rejoignent celles des autres sociétés savantes en termes de prise en charge plus globale du patient et non pas centrée sur l'organe, non pas centrée sur le diabète et son équilibre lui-même comme et donc une façon plus globale de prendre en charge notre patient avec les modifications du mode de vie, avec l'utilisation des nouveaux outils qui sont à notre disposition, avec les médicaments que nous avons et avec bien sûr le contrôle glycémique. Et pour les médicaments, nous avons le socle de base, comme les cardiologues ont leurs 4 fantastiques pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Ici, dans la maladie rénale diabétique, il y a aussi 4 médicaments incontournables à côté de l'amélioration de l'hygiène de vie. Et vous voyez ici, le socle, c'est l'amélioration de l'hygiène de vie et nous retrouvons ces 4 fameux médicaments incontournables. Vous reconnaissez la metformine incontournable, les inhibiteurs de SGLT2, le blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone et la statine. Très souvent, dans la quasi-totalité des cas, nos patients doivent avoir ces 4 médicaments quand ils sont diabétiques avec une maladie rénale chronique. Et à un étage plus haut, nous avons les autres médicaments complémentaires que nous pouvons utiliser dans cet objectif de contrôler le diabète et de contrôler l'atteinte des organes cibles. Il y a des arbres décisionnels qui déterminent la façon avec laquelle nous devons les utiliser. Et dans cet arbre décisionnel, ce qui est très pratique, c'est d'ajouter l'impact sur lequel agit chacun de ces médicaments. Et vous voyez ici les inhibiteurs de SGLT2, par exemple, qui agissent sur le diabète, le rein et le cœur. Je ne vous apprends rien. Et la metformine
Et ici, le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone agissant sur l'hypertension artérielle, le cœur et le rein. Je vais peut-être consacrer un peu plus de temps au blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone parce que c'est un incontournable, particulièrement quand notre patient est hypertendu. Et il sera utilisé à la dose maximale tolérable. La dose maximale tolérable est un mot-clé, est une phrase clé dans cette prise en charge. Il ne faut pas se donner bonne conscience en le prescrivant à faible dose tolérée, mais plutôt tenter d'aller au maximum dans la dose utilisée. C'est comme ça qu'on peut avoir la néphroprotection et la cardioprotection. Après, on peut bien sûr associé, et on associera en utilisant un diurétique ou un inhibiteur calcique dihydropyridinique, et on pourra ajouter par la suite, si besoin, pour contrôler la pression artérielle, une spironolactone pour avoir la trithérapie qui permet d'agir efficacement. Et en cas de non-réponse à cette trithérapie, on pourra à ce moment-là seulement parler de résistance de l'hypertension artérielle chez le diabétique au traitement médicamenteux. Et donc, on va utiliser un blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone. Cela sous-entend une surveillance de la créatinémie et de la kaliémie, qui sont deux éléments majeurs dans le suivi. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on va les contrôler à 2-4 semaines après l'introduction du médicament. On avait l'habitude de le faire plus tôt. Et finalement, maintenant, c'est au bout de 2-4 semaines qu'il faut le faire parce que certains patients aggravent un peu plus tardivement et le fait de le faire à 5-7 jours peut parfois passer à côté de certaines aggravations ultérieures. Un autre changement maintenant qui est mis au clair, ce n'est plus arrêté si on a une aggravation de la fonction rénale de plus de 20 à 30%, c'est plus de 30%. Le 20 à 30% ne voulait rien dire puisque ça dépendait de l'attitude de chaque médecin. Et maintenant, on sait qu'on peut tolérer jusqu'à une augmentation de 30%. Mes amis cardiologues disaient hier dans une réunion de cardiologie, en présentant à peu près la même chose, mais avec la version des cardiologues, ils mettent 30 à 50% quand il s'agit d'une insuffisance cardiaque associée. C'est juste pour dire l'importance du blocage du système rénine-angiotensine pour nos patients. Et une autre information importante, si on dépasse les 30%, si on a une hyperkaliémie importante, on va arrêter, on va explorer, mais on va probablement retourner à notre traitement bloquant le système rénine-angiotensine-aldostérone. Cette augmentation initiale ne veut pas dire abandonner cette arme thérapeutique majeure. On va aller à la dose maximale et on va éviter l'association entre IEC ou ARA2 ou entre deux bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone de façon générale. C'est dit dans les recommandations. Dans ces recommandations, bien sûr, on se base aussi sur les données de la littérature, notamment DAPA-CKD et AMPA-Kidney, concernant l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2 avec ces glyphlosines qui ont un impact certain sur le pronostic cardiovasculaire, mais aussi rénal, et avec un seuil de débit de filtration glomérulaire de plus en plus bas. Ici, dans DAPA-CKD, 25 à 75 ml par minute. Et ici, vous voyez, avec l'empagliflozine, 20 ml par minute comme seuil minimal de débit de filtration glomérulaire pour inclusion dans cette étude. Mais quand on a inclus notre patient à plus de 20 ml par minute, nous pouvons continuer le traitement même s'il descend au-dessous de ce seuil. C'est ce que nous disent les recommandations actuelles et nous continuerons jusqu'à ce qu'il soit mis en dialyse s'il fait partie des 40% des diabétiques qui évoluent dans la néphropathie diabétique. La finérénone aussi est un médicament important, utilisé maintenant de façon bien
clair dans la prise en charge de la maladie rénale diabétique, malheureusement non encore disponible chez nous, mais qui apporte donc beaucoup d'effets favorables dans la prise en charge de la maladie rénale diabétique. Et vous voyez qu'il est préconisé par ces recommandations communes de la Société européenne d'hypertension artérielle et du groupe de travail de la Société européenne de néphrologie consacrée aux maladies cardiaques chez les patients en insuffisance rénale. Et quand on utilise la finérenone chez les patients diabétiques dans l'étude Fidelio, on voit qu'il y a une baisse du rythme de dégradation de la fonction rénale chez des patients qui sont au préalable, je le souligne, sous blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et vous voyez qu'on passe d'une perte annuelle de 4 ml par minute, c'est déjà mieux que l'histoire naturelle de la maladie, à une perte annuelle à 2,66 ml par minute. Et cela est encore plus important quand on prend le temps de suivre nos patients sur plusieurs années. Donc l'effet néphroprotecteur va se confirmer au fil des années. Quand on veut les prescrire, bien sûr, on va choisir notre population. Et vous voyez, j'ai ici des diabétiques de type 2 qui ont une maladie rénale chronique selon ces critères-là et ayant une kaliémie qui ne soit pas dans la catégorie hyperkaliémie, et il faut qu'il n'y ait pas d'hypotension artérielle. Et c'est comme ça que nous définissons dans les recommandations les conditions d'utilisation de ces médicaments, en ayant à l'esprit, encore une fois, que si on est obligé de les arrêter, on peut les reprendre par la suite si on a corrigé les raisons de l'arrêt. Avec tout ça, est-ce qu'il y a encore une place aux études sur les IEC et les ARA2 avec toutes ces nouvelles classes extraordinaires en termes d'apport pour nos malades diabétiques ayant une maladie rénale chronique? Eh bien, la réponse est oui. Ici, nous sommes en 2023 et encore de la recherche sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, par exemple, pour améliorer la tolérance de ces médicaments et les garder jusqu'au bout. Il y a aussi... Il y a aussi de la recherche sur la dose et, encore une fois, la comparaison des faibles doses aux doses maximales et les preuves de l'efficacité de ces doses maximales supérieures à l'efficacité de la low dose. Vous voyez ici une différence significative déjà à 3 mois sur la microalbuminurie de façon, comme je disais, significative. Et donc, sous IEC, nous avons 90% de bonnes réponses quand on est à la high dose par rapport à 60% de bonnes réponses quand on est à la low dose. Et finalement, 50% de patients supplémentaires vont bénéficier de la haute dose par rapport à la dose faible. Nous avons donc toutes les raisons d'aller chercher la dose pleine de ces IEC qui nous permettent en plus de gagner en termes de pression artérielle. Vous voyez, à la faible dose, nous gagnons en systolique 3 mm de mercure. À la haute dose, nous gagnons ici beaucoup plus, puisque vous voyez 14 mm de mercure de différence déjà à 3 mois. Toutes les raisons pour prescrire la haute dose, je pense que je l'ai suffisamment souligné. Et malgré cela, malgré ces faits avérés, nous voyons ici des données qui nous montrent que nous ne le faisons pas suffisamment. Ici, 100 000 patients inclus, les registres de la Mayo Clinic, avec 2 ans de suivi chez ces patients-là qui répondent aux critères d'inclusion diabétique, maladie rénale diabétique, déjà sous IEC, et nous allons voir lesquels vont recevoir la haute dose. Parmi ces 100 000 patients, il y en a les 3/4, 74 000 et plus, qui répondent aux critères d'augmentation de la dose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contre-indication à l'augmentation de la dose. Ils n'ont pas de pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure, ils n'ont pas de débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml par minute, ils n'ont pas d'hyperkaliémie et ils n'ont pas fait d'insuffisance rénale aiguë au cours de la dernière année. Les médecins sont donc censés augmenter la dose pour arriver à la dose maximale. Voyons ce qu'ils font à la Mayo Clinic. On est dans un site où les recommandations sont présentées, où le suivi est fait, et vous voyez que c'est rarement fait. J'ai choisi ce tableau qui n'est pas très visible, mais qui montre une donnée
importante, ce n'est pas fait quelle que soit la race, ce n'est pas fait quel que soit le sexe, ce n'est pas fait quel que soit le débit de filtration glomérulaire, ce n'est pas fait quelle que soit l'albuminurie. Et donc, il y a une inertie thérapeutique à corriger. Les recommandations sont claires, les preuves sont là et il faut qu'on passe à l'action. Et il faut qu'on passe à l'action dans tous les milieux. Je suis mal placé pour donner des leçons parce que tout simplement, regardez en bas, lorsqu'ils ont déjà vu un néphrologue, ça ne change rien. Il n'y a pas la pleine dose. Et donc, nous, néphrologues, nous avons aussi beaucoup à faire pour donner la pleine dose chez ces patients-là qui ont une maladie rénale, qui mérite la néphroprotection et la cardioprotection qui fera des patients à meilleur pronostic. Il me reste à parler. On est en octobre 2023, les recommandations continuent et les publications continuent sur l'utilisation des agonistes des récepteurs du GLP-1 pour leur effet chez le diabétique de type 2 qui a une maladie rénale chronique. Et ce qui est nouveau dans les publications, c'est que ces médicaments-là, qui sont bien sûr très maîtrisés par les endocrinologues, commencent à être présentés à la communauté des cardiologues et à des néphrologues et ils sont présentés, ici par exemple, approche pour le néphrologue. On incite les spécialistes d'organes à aller plus loin et, comme pour les inhibiteurs de SGLT2, à rentrer en collaboration avec les patients suivants, avec les médecins endocrinologues ou les médecins prenant en charge ces patients diabétiques pour proposer les analogues de GLP-1 quand on a déjà donné les 4 médicaments du socle de base assurant la néphroprotection. Pourquoi ces analogues de GLP-1? Parce que toutes ces raisons sont valables, mais en tant que néphrologue, je vais regarder ici et vous voyez que ça augmente la diurèse, ça augmente la natriurèse, ça baisse l'albuminurie, ça baisse l'inflammation rénale, ça baisse le stress oxydatif au niveau rénal et ça baisse l'activité du système rénine, angiotensine, aldostérone. Tout ce qu'on cherche pour avoir une néphroprotection chez nos patients diabétiques. Et donc, tout cela va nous inciter à utiliser dans l'avenir ces médicaments pour leur effet démontré sur la protection cardiovasculaire chez le diabétique de type 2, mais aussi sur la réduction de la dégradation de la fonction rénale, réduire la progression vers la protéinurie avérée, réduire donc la progression de la maladie rénale diabétique tout court. Je terminerai pour conclure, pour insister sur un élément majeur, bien sûr, qui mérite toute l'attention, mais vu le manque de temps, je le cite en conclusion. Le contrôle du diabète, quels que soient les moyens utilisés pour contrôler ce diabète, est un élément de néphroprotection et de cardioprotection majeur, et les recommandations internationales des différentes sociétés savantes lui consacrent des recommandations du grade 1A basées sur cette figure finale. Celle-là, c'est déterminer le risque et choisir un objectif d'hémoglobine glyquée personnalisé. Cette fois-ci, ce sont les néphrologues qui ont copié cette conduite à tenir en entourant en rouge la sévérité de la maladie rénale chronique comme l'un des déterminants du choix de l'objectif de contrôle de l'hémoglobine glyquée. Ma dernière conclusion, ma dernière plaque, c'est de dire que l'optimisation de la néphroprotection chez le diabétique ou l'hypertendu ou les deux, ou les patients en tout cas que nous voyons ensemble, passe d'abord par des recommandations internationales uniformes. Je pense qu'avec ce qu'on a maintenant, on a atteint cet objectif. Il reste à atteindre l'objectif des recommandations nationales uniformes avec les actualisations qui ont été abordées lors de la discussion précédente. Je vous remercie.